Salut Thomas, comment tu vas? Bah, je suis malade. J'ai été en meilleure forme, mais résilience, hein. Ton visage m'a l'air Toujours là. lumineux quand même, ça va. Écoute, c'est le plus Ce que je te important. propose, Tom, c'est que là, on va prendre un petit moment pour parler un petit peu génération de leads à travers ce podcast. Est-ce que tu pourrais commencer en te présentant et quelles sont tes fonctions chez Lead Studio? Oui, pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis le fondateur de Lead Studio, agence de génération de prospects sur le web. Qu'est-ce que je fais au quotidien? L'objectif, c'est de vous donner du travail le plus possible et que vous continuez d'évoluer autour de la galaxie Lead Studio. Donc mon boulot, voilà, c'est de vous donner envie de continuer à bosser pour ce projet et que vous puissiez vous éclater. Et j'espère ne jamais trouver mieux ailleurs. Génial, au top. Donc, comment va se dérouler ce petit entretien? Je vais avoir quelques questions sur la génération de leads pour qu'on comprenne un petit peu quels sont les tenants et les aboutissants de ce domaine d'activité. Ouais. Pour la première question, donc du coup, en tant que gérant de société, on suppose que tu as plusieurs casquettes, tu vas réaliser plusieurs tâches dans ta journée. Il peut y avoir du management, il peut y avoir de la finance, du marketing, des choix stratégiques pour l'élan de la boîte. Quelle est la partie où tu prends le plus de plaisir? C'est une bonne question. Il faut savoir, quand tu crées une boîte, je pense que tu passes quand même la moitié de ton temps à faire des choses qui te déplaisent, qui vont être tout le dirty work, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont très très dures. C'est difficile de dire quelles sont les choses qui me plaisent le plus. C'est un tout. Ce qui est génial quand tu crées un projet et que tu embarques des personnes avec toi, c'est vraiment tu vois, si je prends l'exemple d'une recette de cuisine, ce qui est bon dans une recette de cuisine, c'est la finalité du plat. C'est pas chaque ingrédient que tu vas avoir. L'entrepreneuriat, c'est un peu ça. Donc moi, je prends du plaisir, c'est juste de voir qu'on peut continuer à jouer le jeu de l'issue le plus longtemps possible, affronter les défis et les tâches de merde quand il faut les affronter, mais faire en sorte que la musique continue à jouer le plus longtemps possible. C'est ça qui m'apporte du plaisir. Après, si je dois te donner quelques tips un peu plus propres à ce qu'on fait, bon, moi, tu sais, à la base, j'étais comme toi, média buyer, j'ai fait aussi la partie commerciale. Moi, de toute façon, tu m'enfermes avec un ordinateur et tu me fais optimiser des campagnes Google, peu importe le marché, ça me fera toujours marrer, quoi. Moi, je le vois vraiment comme un jeu. C'est, voilà, t'es face à ton problème, entre guillemets, mathématique. Comment est-ce que je vais faire en sorte de marketer cette offre-là sur Google, faire mieux que la concurrence et générer des profits pour la boîte et aussi pour nos clients, quoi. Donc ça, c'est un vrai kiff. Après, je dois dire que tout ce qui est création de contenu, ce qu'on fait en ce moment, c'est quand même une des choses que j'adore faire. Donc ça, pareil, tu pourrais m'enfermer toute la journée à créer des podcasts, des formations, du contenu sur Google, j'adore. Des choses où j'ai plus de mal, et d'ailleurs ça se ressent, hein, tu le sais, ça va être tout ce qui est le management. De toute façon, tu le sais, on dit que je suis un bon leader, mais je suis un très mauvais manager. Donc le management, je sais que j'ai beaucoup de choses sur lesquelles je dois travailler. Et puis après, on est entrepreneur en France, donc le truc que je déteste le plus, tu t'en doutes bien, c'est l'administratif, la compta, le juridique et toutes ces conneries. S'il y a bien une chose que le CEO d'une boîte doit se taper en général, c'est ça, quoi. Donc je le fais. Très clair. L'idée, c'est d'avoir vraiment une expérience 360 degrés et toucher à tout et d'avoir différentes casquettes. Super intéressant, Tom. Merci pour cette réponse. Pour démocratiser un petit peu la lead gen dans son ensemble, selon toi, quel est le starter pack? Si je peux dire, quels sont les outils principaux pour se lancer dans la génération de leads? Tu veux dire à quel niveau? Si jamais quelqu'un voit cette vidéo ou a déjà vu tes vidéos préalables, selon toi, quelles sont la liste des outils qui pour lui est primordiale avant de se lancer dans la génération de leads? Mais d'un point de vue comme ce que nous on fait ou Media buy, Media buyer. Plutôt media buyer. Ok. Alors, je pense qu'en outil, tu entends outils techniques. C'est ça. Ok. Alors, c'est une bonne question et je digresse un tout petit peu par rapport à ça. C'est avant même de penser technicité. C'est moi une chose que j'aime beaucoup d'ailleurs vous rappeler quand on bosse ensemble. C'est ce qui est important déjà, c'est d'avoir tout ce qui est soft skills et faire en sorte de devenir un bon media buyer.
Donc ça va être quoi? Ça va être tout ce qui est outils copywriting, comprendre la psychologie humaine, comprendre juste le marketing en général, être capable de marketer des offres, parce que tu auras beau avoir les meilleurs outils techniques du marché, si tu ne sais pas mettre en valeur des offres qui de base sont pas très sexy, si tu ne comprends pas les attentes de ton audience, les attentes de tes clients, et aussi voilà, toute la psychologie marketing qu'il peut y avoir derrière la promotion d'une offre A ou B, il y a de fortes chances que malheureusement, si tu fais du media buy sur Google, Facebook et autres, tu as des performances qui soient très mauvaises. Donc si on doit parler outils, voilà, c'est des outils qui vont plus être des compétences, des soft skills. Pareil en hard skills, hein, ça va être tout ce qui est statistique, être capable de faire de l'analyse de données. C'est toujours bien d'avoir des bases de code, de référencement web aussi, sur la partie SEO, etc. Et après, en termes d'outils purs, donc une fois que tu as ce socle, bah, moi, je peux te donner ce qu'on utilise chez l'e-studio, mais je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ce qui est important, c'est que tu trouves des outils qui vont te permettre d'accomplir ce que tu veux accomplir. Donc, c'est quoi réussir sur la lead gen? Ça veut dire avoir des outils qui vont te permettre d'itérer très régulièrement, parce qu'on est sur des marchés où ça bouge beaucoup. On sait que c'est l'intensité qui fonctionne. Il faut A/B tester tout le temps. Donc, si tu es sur WordPress, mais que tu peux jamais itérer sur tes landing pages, par exemple, c'est une catastrophe. Ouais. Donc, nous, on passe par Unbounce, que tu connais bien, qui est un super outil pour faire, de toute façon, de la génération de prospects. Pareil pour tes formulaires. Si ton formulaire, il a été développé en interne par un dev qui est jamais dispo et qui sait pas faire quelque chose qui est correct d'un point de vue UX, UI, et que tu peux juste pas traquer tes d'autres déperditions, tu peux pas itérer comme tu veux, c'est la mort. Donc, nous, on est très friands chez l'e-studio, de toute façon, de solutions SaaS. Donc en formulaire, on a les formulaires d'Unbounce évidemment, on a Typeform, on a Airflow, on va avoir après les formulaires conversationnels avec les landbots. Donc ça va être les gros outils. Après, t'as toute la partie créa. Comment est-ce que tu fais des créas juste qui sont sexy et qui drivent de la performance? Photoshop, on est sur Canva les 3/4 du temps. Dernièrement, on a trouvé un outil qui est magnifique qui s'appelle v0.dev, sur lequel c'est un chat GPT pour faire de la créa. Tu lui mets des prompts et en fait il te sort des créas de malade. Donc c'est juste exceptionnel pour itérer. Ce qu'on aime bien faire, c'est on lui envoie des créas qui marchent bien, on dit vas-y, fais-moi des variantes de ces créas, et il te sort plein de créas, quoi. Donc ça c'est la clé. Après d'autres outils, nous, on est une agence de génération de prospects, donc on a évidemment un système de distribution. On est sur des marchés où en fait tu peux passer ta journée à faire des tâches manuelles pour distribuer les leads. T'en connais un rayon et t'as vu l'évolution de l'e-studio. Aujourd'hui, comment on distribue les leads versus il y a 3 ans ou 4, c'était pas la même chose, quoi. Donc aujourd'hui, on utilise Leadbyte, qui est absolument fantastique. On a quelques coups de Zapier pour encore automatiser quelques tasks. Donc Zapier, en fait, c'est juste un connecteur d'API, pour ceux qui savent pas ce que c'est, qui te permet d'aller connecter tous les outils que tu utilises pour envoyer ta data d'un endroit A à un endroit B. Il va te le faire automatiquement plutôt que toi tu le fasses manuellement. Et puis déjà, je crois qu'on est pas mal avec tout ça. C'est une réponse plus que complète, Tom. Vraiment, c'est top. Tu as même embrayé sur la prochaine question, qui était... Non, c'est top. Si on pouvait avoir justement, si on a des gens pointilleux sur la lead gen, est-ce que tu pourrais donner quelques points et vraiment les réelles qualités de l'outil Leadbyte pour la livraison des leads? Quelles sont les épines du pied qu'on a pu nous enlever et quels sont vraiment les avantages considérables pour la livraison des leads? Écoute, il y en a tellement que ça va être dur de tous les énumérer. Je vais essayer de donner les plus importants. Premièrement, déjà, d'un point de vue purement générateur de leads, c'est le gain de temps. Parce qu'un outil comme Leadbyte, déjà, est intégrable très facilement à tous tes outils de génération de prospects, donc tous tes formulaires ou tous les tierces parties que tu peux utiliser. Je pense à du Facebook Form ou autre. Deuxièmement, c'est que ça te permet d'avoir une vision complète du nombre de leads que tu génères de manière instantanée. Tu as un accès après assez facile à du reporting, donc tu sais globalement sur une journée ce que tu as livré. Tu peux avoir un suivi assez précis du volume de leads que tu as livré par client. Donc en fait, tout est simplifié pour avoir une meilleure vision de ton business. Deuxièmement, ça te permet de livrer les leads en temps réel. On sait que c'est la clé pour le marché de la lead gen, c'est que la fraîcheur de ton lead est souvent
une condition de réussite du deal en général avec tes clients. Pareil, en termes d'intégration, généralement, nos clients, ils ont tous leur système aussi de distribution, leur CRM avec leur propre documentation API, etc. Un outil comme Leadbyte, en fait, va te permettre d'intégrer plus facilement la technologie de tes clients avec toi, juste ton système de distribution. Ils ont un support technique exceptionnel. J'ai jamais vu un support technique aussi réactif. D'accord. Donc, dès que tu as des questions, des problèmes, des intégrations API un peu complexes, en fait, ils vont le faire pour toi. Autant te dire qu'en termes de gain de temps, c'est incroyable. Donc, en fait, tout ce qui est exécution opérationnelle, en termes d'excellence opérationnelle, c'est un outil qui, quand tu es un générateur de prospects comme nous, va te faire gagner énormément de temps, te permettre d'être meilleur dans toute la partie opérationnelle de ton business. Et ça, on sait sur un marché où des concurrents qui se lancent, il y en a tous les jours, et que qu'est-ce qui va faire la différence en fait sur le long terme sur le marché de la lead gen, c'est ta capacité à être meilleur opérationnellement que tes concurrents. Donc en fait, tu peux pas te passer d'un outil comme Leadbyte aujourd'hui, quoi. Très clair. Et après, du coup, pour la partie client, c'est aussi un gage de qualité, quoi. Ils savent qu'ils vont recevoir les leads en temps réel. Il y a des capacités aussi d'intégration pour recevoir leur feedback et ensuite aller traquer en termes de source du lead pour faire des ratios de qualité, en fait. C'est beaucoup plus simple pour nous quand le client va nous envoyer les feedbacks et les stats, de matcher la data avec ce qu'on a sur Leadbyte et de savoir quelles sont les sources qui transforment très bien, celles sur lesquelles c'est pas bon et qu'il faut qu'on coupe ou qu'on itère. Donc en fait, c'est aussi un gain de réassurance pour nos clients, savoir qu'on n'est pas entre guillemets dans notre grenier à faire des trucs manuels et à même pas savoir ce qui se passe, quoi. Même si on l'a beaucoup fait. Au début, tu sais jamais trop et tu démarres comme ça, quoi. Non, mais c'est vrai qu'en termes de livraison et de suivi qualité, Leadbyte est quand même. Mais toi, tu l'as vu au début quand on était sur Zapier, etc. Ce qui fait aussi le boulot, hein, mais c'est vrai que ça marche, mais tu vois, retrouver les infos, le Zap il est où, quand il a pété, on sait plus qui est honneur de quoi, qui a accès à quoi, etc. Gérer les leads, combien ça a été livré, couper les campagnes quand on est arrivé au bout. Enfin, en fait, il y avait un travail manuel qui était monstrueux. Aujourd'hui, tout est automatisé globalement. Tu peux te mettre des systèmes d'alerte aussi quand il y a des bugs, etc. Donc disons que, encore une fois, sur la gestion et le monitoring de ton business, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est top. Génial. On sait bien, Thomas, et puis même avec la création de contenu que tu fais depuis maintenant plusieurs mois, tu pratiques le sport de manière quotidienne à quand même une haute intensité. Ouais. J'aurais aimé comprendre un petit peu, selon toi, quels sont les apports bénéfiques du sport à haute intensité comme ça dans ta vie d'entrepreneur. C'est une bonne question. Bon, déjà, moi, je me considère comme taré à ce niveau-là. Parce que. Il est vrai. C'est vrai que j'ai tendance à allouer beaucoup de temps au sport. Mais moi, je le vois vraiment comme un plaisir plus que, en fait, une contrainte ou le fait d'en tirer des bienfaits. J'adore juste aller à la salle de sport, faire de l'Aerox ou autre, aller faire les ultra-trails avec mes frères, etc. J'y prends un plaisir. En fait, je me sens jamais aussi vivant qu'après une bonne séance de sport, tu vois. Donc moi, c'est juste une manière de passer mon temps sur cette planète. Après, évidemment que ça a des impacts absolument exceptionnels sur ta vie d'entrepreneur, on va pas se mentir. Déjà, sur les impacts physiques, juste le fait de faire du sport, de toute façon, tu te sens tellement mieux après, t'as tout un... Sur la partie en fait hormonale, dopamine, en fait t'as juste des pics de dopamine derrière, donc ton efficacité productive est exceptionnelle. Après une séance de sport, en fait, tu peux enclencher des plages de travail et de productivité qui sont impossibles autrement. Donc c'est génial. Deux, ça te permet aussi de déconnecter. Problème quand tu es à la tête d'une boîte, c'est dur de trouver des moments ou de trouver en fait juste des choses qui te font quand même sortir du business, surtout qu'on est sur un business qui est très intense, il se passe des choses tout le temps. Donc moi, c'est aussi mon moyen de aussi décompresser et de poser un peu la roue. Et puis après, moi, à mon niveau, entre guillemets, c'est pas un niveau, mais vu l'intensité que j'y mets, en fait, quand je vois l'intensité que je mets dans le sport, tout me paraît facile derrière. Quand tu cours 80 km, je peux te dire, te lever le matin pour développer ta boîte, ça te paraît facile, quoi. Parce que c'est tellement dur d'arriver au bout d'un trail de 80 km que derrière, c'est l'échelle de valeur, quoi. Tu te dis, mais en fait. On a bien dit un trail de 80 km. Oui, mais ça peut paraître fou. Mais moi, la première fois que je me suis mis ce genre de défi, je me dis, mais j'y arriverai jamais. Genre, et en fait,
tu vois qu'à force d'entraînement et d'abnégation, tu peux tout faire, quoi. Et c'est ça qui est génial dans le sport, c'est que je trouve qu'en te dépassant physiquement, même là, tu vois, je suis tombé dans l'aérox, c'est extrêmement dur la prépa, mais je me dis, mais en fait, quand tu fais ça et que t'arrives à un très bon niveau, mais tout te paraît simple à côté, quoi. Donc tu te sens invincible, et bah c'est juste trop stylé, quoi. Donc je peux que encourager les gens qui nous écoutent à trouver un peu cette zone où ils se sentent surpuissants, et que quand ils ont accompli ce genre de défi, que ce soit dans le sport ou autre, il n'y a pas que le sport évidemment, mais juste que ça leur donne une énergie qui derrière leur permet de tout défoncer, quoi. Voilà. Génial, super intéressant. Et pour finir cet bel entretien, peut-être la question la plus importante du podcast. Oula. Question névralgique, Thomas. Le choix cornélien entre Rafael Nadal Oh là là. et Roger Federer. Oh là là. Attention à ta réponse. Il reste combien de temps là parce qu'elle va être longue celle-ci. Je pense que pareil, je peux pas être. C'est ni tout blanc ni tout noir. Quand j'ai commencé à suivre le tennis, mais du coup, en fait, j'ai l'impression d'avoir toujours vécu avec ces deux-là, tu vois. Donc rien que d'en parler, j'ai limite envie de pleurer, ma truc sur la retraite. Mais je me souviens déjà en 2005, quand la rivalité a démarré, genre j'étais en CE2, CM2, c'était en 2005. Et je me souviens déjà, on se battait dans la cour de récré avec mes potes, parce que il y avait des pro Nadal et des pro Federer. Donc moi j'étais pro Federer, je détestais Nadal. Et déjà ça se chamaillait avec mes frères et mes copains d'école de l'époque, parce que j'étais très très pro Federer. J'en ai pleuré quand Federer avait perdu à la finale de Wimbledon 2008. J'étais tellement à fond derrière Federer. Je détestais Nadal. J'avais qu'une envie, c'est qu'il perde. D'ailleurs, j'étais très heureux quand Djokovic les a rejoints, parce que il mettait quand même des fessées à Nadal. Et puis, il y a eu un switch à partir de 2017, en fait, quand les deux sont revenus. En 2016, les deux étaient censés... on disait dans la presse qu'ils étaient finis. Et les deux sont quand même revenus de blessure, et ils se retrouvent en finale de l'Open d'Australie. Ouais. Alors, Federer gagne. Et puis là, en fait, c'est là où je pense que tu prends un peu plus de recul et tu te dis, mais les valeurs de Nadal, elles sont juste exceptionnelles aussi, quoi. C'est un monstre d'abnégation, juste de force mentale, de rigueur, de discipline, etc. Que moi qui suis en fait très comme Nadal finalement, un peu obstiné sur plein de trucs, faire preuve de discipline et d'abnégation, d'obsession quand j'ai des choses en tête, je me reconnaissais pas mal. Enfin, il m'inspire beaucoup, ce mec. C'est clairement quelqu'un qui m'inspire au quotidien. Et donc plus j'avance, plus je prends du recul par rapport à ça, et aujourd'hui plus j'ai envie de te dire Nadal versus Federer, parce que Federer c'était inné en fait, et même s'il y a beaucoup de travail derrière, il avait quand même quelque chose d'inné. Tu sens que Rafa, c'est du bourrin, quoi. C'est du taf. C'est vrai que voilà, il voulait y aller, il l'a fait, il a tout fait pour être où il est quand même droitier à la base, il s'est mis à jouer gauche, enfin tu vois, de la main gauche. Donc aujourd'hui avantage Nadal, même si Federer, voilà, ça reste la grâce éternelle, la beauté du tennis. Donc j'ai fait un peu de langue de bois, mais non, mais vas-y, si je dois c'est déjà une belle réponse. Si je dois trancher, Nadal. Très bien. Et au top, merci pour ces précisions pour la génération de lead et pour les fans de tennis. Merci pour ce bel entretien, Tom. C'était un plaisir de passer ce temps-là avec toi. Et puis merci à toi pour ces bonnes questions, Flo. Et on se dit à très vite pour la suite.